Reportage sur le littoral, eh bien nous aussi on va parler d'eau. Demain, la vie sans eau, c'est le sujet de ce complément d'enquête de rentrée. Bonsoir à tous. En 15 ans seulement, le niveau du lac Mead qui irrigue Las Vegas a baissé de 45 mètres. Et cette trace blanche que vous voyez là devrait vous empêcher de dormir. Car même si la pluie vous a gâché les vacances, figurez-vous que l'eau est en train de devenir un trésor en voie de disparition. Demain, la vie sans eau, c'est le thème de ce nouveau numéro de complément d'enquête. Et on commencera donc par un voyage à Vegas, Las Vegas, symbole d'une époque qui gaspille sans réfléchir, mais qui risque la panne sèche. La vie sans eau, ça oblige forcément à être malin. Baptiste Desmontiers a rencontré 2 Français capables de faire pousser arbres ou tomates avec quelques gouttes seulement, et ça forcément, eh bien, ça donne de l'espoir. Et puis quand l'eau est rare, forcément, elle devient chère, voire elle disparaît des robinets pour les plus modestes. C'est le scandale des coupures d'eau. De l'eau, ici, au réservoir Montsouris à Paris, on n'en manque pas. Sous mes pieds et autour de moi, il y a environ 200 000 mètres cubes d'eau. C'est l'une des 5 réserves d'eau potable de la ville de Paris. Et d'ailleurs, tiens, ces petits robinets-là servent à tester la qualité de cette eau. Si on a choisi de vous y emmener ce soir, de vous la faire visiter, de vous l'expliquer, cette réserve, c'est parce qu'elle est devenue hautement stratégique. Bon, on va se dire les choses clairement, on n'y comprend plus rien. D'un côté, il y a la sécheresse avec ces incendies qui ont notamment touché la France cet été. Et puis de l'autre, vous avez en tête ces images hallucinantes, dramatiques, après le passage de l'ouragan Irma aux Antilles. Eau, sécheresse, tout cela relève du même problème. C'est le même problème, nous avons les 2 pieds dans le dérèglement climatique et de ça, on parlera tout à l'heure avec le climatologue Jean Jouzel. Pour lui, les choses sont extrêmement claires. Il nous reste 3 ans pour agir. Mais pour commencer, eh bien, on va dans le désert. Parce qu'on l'a oublié, mais à l'origine, Las Vegas, c'est un désert, même si aujourd'hui, les fontaines y sont plus nombreuses que les casinos. Mais gare aux tricheurs, ils sont désormais dans le collimateur des autorités. C'est une enquête signée Olivier Sibyl. C'est l'un des endroits les plus arides au monde. 45 degrés en pleine journée. À peine 10 cm de pluie par an. Encore moins qu'à Tombouctou. Mais au cœur du désert, cette oasis artificielle est tout, sauf un mirage. Quand on arrive à Las Vegas, impossible d'y échapper. L'eau coule à flot, partout. Des piscines démesurées, des cascades, des fontaines géantes et même des brumisateurs en pleine rue. Ici, l'eau fait partie du spectacle. Casinos, hôtels et quartiers pavillonnaires aux pelouses bien vertes. Las Vegas est l'une des villes au monde les plus gourmandes en eau. Ses habitants en consomment en moyenne 800 litres par jour et par personne. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, c'est pour ça qu'on a acheté cette maison, c'est pour la piscine. Pour Pat et Sachta, impensable de vivre ici sans pouvoir piquer une petite tête. Je me baigne tous les jours. C'est un vrai poisson. Elle est à combien l'eau? Là, elle est à 24 degrés. L'autre jour, quand il faisait 46 degrés dehors, elle était aussi chaude que mon bain. Waouh, c'est très chaud. Oui. En été, comme en ce moment, on est obligé de la remplir toutes les semaines. Et quelle quantité s'évapore? En moyenne, je dirais que 1200 litres s'évaporent chaque semaine. En moyenne. 1200 litres qui s'évaporent. L'équivalent de 6 baignoires entières, chaque semaine. Mais ce n'est pas tout. Avec une telle chaleur, il faut sans cesse arroser la pelouse. Malgré leurs efforts, elle engloutit aussi des milliers de litres d'eau. C'est pas un peu étrange d'avoir du gazon en plein désert?
Oui, c'est bizarre. C'est pas naturel. Avant, j'arrosais tous les jours. Maintenant, j'essaie de réduire. Je n'arrose que 3 fois par semaine. Oui, bien sûr, ça reste du gâchis. Mais bon, le gazon, c'est agréable. On sait bien qu'on gaspille de l'eau. Mais bon. Pour cet ingénieur et sa femme, les factures d'eau commencent à être salées. Plus de 200 € le mois dernier. Ils consomment en moyenne 90 mètres cubes par mois, 15 fois plus qu'une famille française. On a eu des températures records, plus de 45 degrés. Mais c'est vraiment très élevé pour une facture ici. La ville de Las Vegas a augmenté ses tarifs pour pénaliser les gros utilisateurs comme eux. Pat et Sachta l'acceptent, mais pas question de renoncer à leurs petites habitudes et à leur pelouse adorée. Si on me dit que je dois détruire mon gazon, que je ne peux plus l'arroser, je crois que je partirai d'ici. Mais jusqu'à quand Pat et Sachta pourront-ils profiter de cette vie confortable? À 1 heure de chez eux, au nord de la ville, l'oasis a commencé à s'assécher. Venez par là, on verra mieux. Le lac recouvrait toute cette vallée. Il y avait de l'eau juste en dessous de nous. C'est incroyable, il y avait de l'eau juste en dessous. Oui, 3 mètres en dessous de nous. Et on pouvait nager? Oui, sans doute vous auriez pu nager. En à peine 15 ans, cette immense vallée s'est complètement vidée. Sky McLean est ranger et elle l'a constaté de ses propres yeux. Le lac, seule source d'eau de Las Vegas, a reculé de plusieurs kilomètres et il n'a laissé que des cailloux et du sable. Normalement, l'hiver, il y a beaucoup de chutes de neige sur les montagnes environnantes. Cette neige alimente ensuite le fleuve Colorado. Mais depuis une dizaine d'années, c'est la sécheresse. Il n'y a plus assez de neige et ça a réduit le niveau de la rivière. Voilà à quoi ressemblait la région il y a près d'un siècle. Dans les années 30, Las Vegas, fondée par les Mormons, ne compte que quelques milliers d'habitants. Un immense barrage, le Hoover Dam, est construit pour réguler le fleuve. Et après 5 années de travaux, l'on avait un barrage de quelques 400 mètres de large qui s'élevait à plus de 200 mètres au-dessus du lit du fleuve. Un lac artificiel est créé. Il alimente Las Vegas, l'Arizona et la Californie. Tout le monde pense alors avoir suffisamment d'eau. Il y a des églises, du rock'n'roll à Las Vegas. Mais l'arrivée des casinos va tout changer. La population explose. Las Vegas passe de 40 000 habitants dans les années 50 à plus de 2 millions. Surpopulation, sécheresse. Année après année, le lac se vide dangereusement. Et cela saute aux yeux. Comme dans une baignoire, l'eau a laissé des traces blanches, des sédiments, sur les parois rocheuses. Tu vois, cette ligne, c'était le niveau de l'eau avant. En 15 ans, le niveau a baissé de 45 mètres. Un spectacle fascinant et un peu inquiétant. C'est une honte de perdre autant d'eau. Ça a l'air beau et net, mais c'est pas bon pour le lac. Le lac souffre. Cette diminution des réserves d'eau, c'est terrible. C'est la pire chose qui puisse arriver. Mais c'est vrai, on gaspille l'eau, on fait trop de lessive, on boit trop. Même vous? Même moi. Les gens en parlent beaucoup ici? Oui, oui. Parce qu'on sait qu'on risque tous d'en subir les conséquences. À ce rythme, la ville risquait de se retrouver à sec en 2036. Alors, les autorités ont décidé de réagir. À Las Vegas, on a inventé un nouveau métier. Robert Kern est chasseur de fuites d'eau. Sous un soleil de plomb, il sillonne les rues dans son gros 4x4 climatisé.
On regarde, on a les yeux qui scannent les trottoirs, les tuyaux d'arrosage, les caniveaux. Là, il y a de l'eau. Je vois de l'eau et j'ai bien l'intention de savoir d'où elle vient. On va remonter la piste. On va peut-être trouver quelque chose. Après 2 minutes de course pour fuite, le filet d'eau révèle sa source. Vous êtes en train de vidanger la piscine? Vous avez pas le droit de vider la piscine dans la rue, là? Non, mais c'était juste un peu d'eau. Bon, je vois que j'arrive à temps. Je voulais en être sûr. Hein. Pas de problème, c'est bien ce que vous faites. Merci. Cette fois-ci, ce sera un simple avertissement. Heureusement, comme on est arrivé, ils ont rangé le tuyau et ils n'ont pas gaspillé trop d'eau. Comme Robert, ils sont une 60aine d'agents à Las Vegas. Tous équipés d'un allié précieux, cet ordinateur qui permet de consulter la consommation d'eau des habitants. Cela indique l'adresse, l'emplacement du compteur. Et vous voyez même s'il y a une piscine? Oui, par exemple. Je vois que les maisons autour de nous ne consomment pas beaucoup d'eau chaque mois. Mais pour attraper les gaspilleurs, Robert compte surtout sur ses indices. Bonjour. Bonjour. Des citoyens zélés, comme cette habitante, prêts à dénoncer leurs voisins. Il y a une autre maison où c'est pareil, juste à côté. Ça coule souvent toute la journée. D'accord, mais il faut qu'on les prenne sur le fait. Appelez-nous au bon moment. Ok, merci beaucoup. Au revoir. On a une ligne téléphonique, des comptes Facebook, Twitter. On nous contacte tous les jours, même en pleine nuit. On répond 24 heures sur 24. Parfois, à 3 heures du matin, on nous appelle pour nous dire « Hey, il y a un tuyau d'arrosage qui fuit !» Dans un quartier voisin, une grosse fuite vient d'être signalée à Robert. Et il y a de l'eau à droite de la route, là. On y est. Allez, on y va. Il s'agit d'un pavillon cossu. Jeudi 26 juin, 9 h du matin. Infraction pour arrosage automatique mal réglé. Comme sur une scène de crime, il y a de l'eau qui sort de la propriété. Robert tient à garder des preuves de ce flagrant délit. De l'eau coule dans la rue. C'est illégal. On va tenter d'aller voir les propriétaires. Mais pas de chance. Ils sont absents. Robert leur laisse un avertissement. On leur donne 2 semaines. On reviendra. Et si le problème n'est pas réglé, ils auront une amende. Des amendes de 60 à 1000 euros, prélevées directement sur la facture d'eau. L'eau continue de couler. Investigation terminée. À Las Vegas, pour économiser l'eau, d'autres agents de la ville mènent une opération encore plus surprenante. Nom de code, dollar contre gazon. Dennis Guéguen, justement, est en pleine action. Il mesure la surface de la pelouse devant cette maison en travaux. On a environ 70 mètres carrés. Donc on peut leur proposer un chèque entre 1300 et 1500 euros. Quand les nouveaux propriétaires vont emménager, Denis leur proposera d'arracher leur gazon. En échange, ils seront indemnisés 20 euros par mètre carré. À la place de l'herbe, ils devront mettre des cailloux, des cactus ou des plantes moins gourmandes en eau. De l'herbe comme ça consomme au moins 2 fois plus d'eau que des plantes mieux adaptées au désert, comme celle-ci, de l'autre côté de la rue. Ce programme peut sembler dérisoire, mais en 15 ans, la ville a supprimé 1700 hectares de gazon, l'équivalent de 2000 terrains de foot. Et voici le quartier général de la lutte contre le gaspillage. Bonjour, je suis Larry. À sa tête,
Hilary. Je suis la coordinatrice du programme. Elle est plutôt fière de son plan d'économie. La ville a déjà réduit sa consommation d'eau de 30%. Alors, Et voici sa plus grosse cible. qu'est-ce que nous avons? Un des meilleurs exemples, c'est celui-là. Ça, c'est un terrain de golf. Autour du parcours, ils ont enlevé beaucoup de gazon. Regardez. Au total, on a réussi à supprimer une surface équivalente à 10 terrains de golf. Bon, des terrains de golf à Las Vegas, il y en a encore une cinquantaine. Et si autour des parcours, on a mis des cailloux, l'herbe, elle, est toujours aussi verte. Le club Dragon Ridge est l'un des plus chics, juste à la sortie de la ville. Derrière ces collines, c'est le désert. Il y a des serpents, des lièvres, des coyotes. Il y a beaucoup d'animaux sauvages. Cory Stralka, son directeur, a accepté de nous faire la visite. Le green, c'est son gagne-pain. Ses clients sont prêts à payer 800 € par mois pour profiter du soleil et de ce gazon immaculé. Alors, Cory le chouchoute. Pendant l'été, on arrose tous les jours, toute la journée. Faut jamais s'arrêter pour que notre gazon soit vert et luxuriant. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de golf. Vous jouerez sur de la paille. Cory a beau utiliser de l'eau recyclée, une grande partie s'évapore, à peine sortie des tuyaux d'arrosage. C'est quand même un peu dingue, un terrain de golf en plein désert. Non, si vous avez les moyens financiers de l'entretenir, c'est pas un problème. Et c'est combien votre budget pour l'eau? Je peux pas vous le dire, c'est très élevé. Et c'est beaucoup de travail. À Las Vegas, les terrains de golf ne sont pas près de disparaître. Comme les piscines ou les fontaines, ils attirent les touristes, ils représentent des emplois et génèrent beaucoup d'argent. Avant de repartir, nous avons rendez-vous avec Michael Cohen. Il fait 47 degrés aujourd'hui, on meurt de chaud. Vous n'aimez pas la chaleur? Je vais me prendre un coup de soleil sur le crâne. Michael est expert en gestion de l'eau. Et selon lui, malgré ses efforts, la ville aura du mal à réduire davantage sa consommation. Ça vous choque pas, ces fontaines? Tout est choquant à Las Vegas. La ville a été créée pour choquer. Mais c'est pour ça que les gens viennent et ça génère de l'argent. Las Vegas a fait des efforts remarquables ces 15 dernières années. Mais ils ont encore beaucoup de chemin à faire pour être au niveau d'autres villes des États-Unis ou ailleurs dans le monde. Selon les autorités locales, l'an prochain, le lac qui alimente Las Vegas en eau pourrait remonter d'1 mètre. Un tout petit sursis. Cet été, la ville a encore échappé de peu à des coupures d'eau forcées. Enquête à Las Vegas, signée Olivier Sibyl, Florian Lemoyle et Michel Pignard. On est toujours au réservoir d'eau Montsouris à Paris. Oui, ça peut paraître surprenant, mais on est dans le 14e arrondissement. Et ces petites bottes de foin que vous voyez, pour la petite histoire, elles vont servir à nourrir les girafes du parc zoologique de Paris, autrement dit, du zoo de Vincennes. Alors on l'a entendu, à Las Vegas, chaque habitant consomme en moyenne 810 litres d'eau chaque jour. À titre de comparaison, chez nous, c'est 148 litres en moyenne. Et regardez dans le détail, c'est avec les douches et les bains qu'on en consomme le plus, 39% de notre consommation. Les toilettes, c'est 20%, 12% pour votre lave-linge, 6% pour la cuisine, les repas, le dîner de ce soir. Et l'eau qu'on boit, c'est seulement 1% de notre consommation. Bonsoir Jean Jouzel. Bonsoir Thomas Soto. Vous êtes climatologue et ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ça fait des années maintenant, des années que vous nous alertez sur les dérèglements et le réchauffement climatique. Pourquoi on ne peut pas continuer comme ça? Mais pourquoi, par exemple, pour l'eau? Si on parle d'eau, bien sûr, nous avons l'eau potable, elle est sous nos pieds, mais cette eau potable, elle nous vient du système climatique, des précipitations. Certains pays n'en ont pas assez. C'est le cas de l'Ouest américain actuellement, par exemple, et puis d'autres pays en ont trop, il y a des inondations. Donc, c'est au cœur du système climatique, l'eau et l'air. Et
nous sommes en train de modifier le cycle de l'eau à travers le réchauffement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va manquer d'eau, Jean Jouzel? Bien, le réchauffement climatique, c'est vraiment quelque chose d'assez mauvais goût. C'est-à-dire que les régions où il n'y a déjà pas assez de précipitations, on va penser au pourtour méditerranéen, à l'ouest américain, elles vont diminuer. Et puis au contraire, les régions, regardons le nord de l'Europe par exemple, ces régions plates, disons où il y a déjà beaucoup d'eau, eh bien, elles vont augmenter. C'est une question de dynamique atmosphérique, en fait, les masses d'air. Ça aggrave les choses. Là où c'est sec, c'est encore plus sec, et là où il y a de l'eau, il y aura encore plus d'eau. Oui, et puis il y a quand même, si vous êtes agriculteur, si vous êtes dans une région sèche, il y a aussi plus d'évaporation des sols. Donc ça rend les difficultés. Donc les ressources en eau dans cette région seront assez difficiles à satisfaire. On sait à quoi ressembleront nos journées dans 20 ou 30 ans. J'ai vu passer un document cet été où on disait que les records de chaleur, ça pourrait être autour de 55 degrés à Paris, 48 degrés en Bretagne, plus de 55 degrés dans l'est de la France, plus de 50 degrés à Marseille ou Toulouse. C'est sérieux ça? Oui, c'est sérieux. C'est sérieux, mais ce n'est pas dans 20 ans, Thomas. C'est plutôt à la fin du siècle si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Et nous sommes ici à Paris avec l'effet d'îlot de chaleur urbain. Ça rendra extrêmement difficile. Les périodes de canicule intense sont très très difficiles à vivre dans des villes comme Paris. Il faut s'y préparer et c'est vraiment extrêmement important de prévenir. Ce n'est pas dans 20 ans, plutôt à la fin de ce siècle, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut tout faire pour éviter. Jean Jouzel, mais il vous a forcément pas échappé qu'il y a un monsieur qui ne croit pas du tout à ce que vous racontez. Il s'appelle Donald Trump, il est président des États-Unis. Et je me suis même laissé dire que votre propre frère, qui est agriculteur, n'y croyait pas non plus. Et si c'est eux qui avaient raison, Jean Jouzel? J'aimerais bien, presque. J'aimerais bien que le problème climatique ne soit pas un problème. On a malheureusement tous les éléments. Alors je dirais, c'est à nous de convaincre aussi, nous qui croyons à la réalité du réchauffement climatique, à ses conséquences désastreuses. Pour vous, il y a zéro place au doute? Oui, actuellement, il y a zéro place au doute sur le fait que nous modifions par nos activités la composition de l'atmosphère. L'effet de serre augmente, ça tout le monde l'accepte. Le climat se réchauffe. Nous avons établi qu'il y a une relation de cause à effet. Pratiquement à plus de 95% chances sur 100, nous affirmons que le réchauffement climatique est déjà lié aux activités humaines. Et ça, ce sont, oui, des certitudes. Bien sûr, les détails, on ne les connaît pas exactement. Il y a beaucoup de discussions. On a beaucoup d'éléments pour convaincre, alors je n'arrive pas à convaincre mon frère, c'est vrai, mais pour convaincre quand même beaucoup de personnes, et je l'espère, c'est avant tout un dialogue qu'il faut établir, y compris avec les climato-sceptiques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que votre frère. Comment il s'appelle votre frère? François. Il n'y a pas que François Jouzel qui n'est pas convaincu. On a un petit peu l'impression que tout le monde s'en fout de ces problèmes de climat. Oui, on oublie. C'est un peu notre regret aussi. Donc en tant que scientifique, c'est vrai que j'essaye justement de participer, de convaincre, mais effectivement, les politiques ont quand même bien pris pour certains. On voit Emmanuel Macron nous a reçus, disons, quelques climatologues et quelques ONG il y a 2 mois maintenant. Vous l'avez senti sincère sur le sujet? Oui, on l'a certainement à l'écoute, oui, franchement oui, mais c'était le cas aussi de Nicolas Sarkozy quand il a lancé le Grenelle de l'environnement, et je crois que, disons, François Hollande quand il a lancé également la loi sur la transition énergétique, tout cela a été, on avance en France, on n'est pas en retard, au moins dans les textes. Dernière question, Jean Jouzel, à partir de quand, sans jouer à se faire peur, ce sera trop tard? Donc, certains disent qu'il sera trop tard dans 3 ans. Alors, trop tard, pourquoi? Il faudrait que le pic d'émissions des gaz à effet de serre soit atteint dans 3 ans et qu'à partir de 2020, on commence à redescendre. C'est pas si facile que ça, c'est pas perdu encore, mais redescendre très, très rapidement, diminuer les émissions de 6% chaque année. Et c'est quelque chose il faut changer complètement notre mode de développement. Nous le disons depuis, je dirais, une trentaine d'années. C'est clair qu'il faut aller vers une société sobre en carbone et qu'il faut le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans 3 ans, il sera trop tard pour ce qui concerne le pic d'émissions des gaz à effet de serre. Il faut qu'il soit dépassé après 2020. Voilà, 3 ans, voilà qui est clair. Merci beaucoup, Jean Jouzel, d'être venu ce soir dans Complément d'enquête. Il y en a qui ont toujours besoin d'eau. Ce sont les agriculteurs. De l'eau, ils en gaspillent même, les accusent certains. Alors 2 hommes, l'un agriculteur et l'autre chimistes, se sont mis en tête de trouver des solutions pour faire pousser plus en consommant moins, et c'est plutôt prometteur. Leur portrait est signé Baptiste Desmontiers. À Eauze, dans le Gers, certains le surnomment le magicien. Philippe Wacky, 59 ans, célèbre auprès des maraîchers de sa région pour avoir inventé un produit miracle. Eh, regardez! Vous allez faire une belle photo, regardez. Bon, je le sens parce que c'est... Qu'est-ce qui vous relie à Monsieur Wacky? Le produit. Le fameux produit. Voilà. Et alors, il paraît que ça marche. Regardez. C'est ça, c'est la production. Non, voilà. Une invention qui ferait pousser fruits et légumes
presque sans les arroser. Ah ouais, mais ça c'est très important. Mais elles sont magnifiques. C'est la nature qui me les donne. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça change le produit que M. Wacky vous a donné? Disons que pour moi, c'est ce mystère, oui, parce que bon, je connais pas le fond, mais enfin, quand vous voyez les résultats, vous vous posez plus de questions. Ça marche, un point, c'est tout. Ce fameux produit, Philippe Wacky nous en a fait la démonstration chez l'un de ses clients, une pépinière de la région. C'est des petits granulés qui ont la particularité d'avoir plein d'éléments nutritifs à l'intérieur qui servent principalement au développement racinaire. De petits granulés verts qui gonflent au contact de l'eau, comme une éponge, et absorbent jusqu'à 300 fois leur volume initial. Voici le résultat au bout d'un quart d'heure pour une petite pincée. La gélatine ainsi formée constitue une réserve d'eau disponible pour la plante. Si je comprends bien, les petits grains verts ont gonflé. Voilà, et les racines se greffent dedans. Elles font partie de la plante maintenant. Et comme ça, on crée des super plantes. Dans n'importe quel pays du monde, même dans plein déserts, même dans des zones où c'est que des cailloux, ou même où il fait froid, même où il fait très chaud, on change toutes les données. Il n'y a aucune goutte d'eau qui part dans le sol qui ne sera pas disponible pour la plante. Diplômé d'une école d'horticulture, Philippe a mis au point son invention seul dans son coin, sur ses fonds propres. À l'époque, personne ne misait sur son produit. Lorsque j'avais, c'était dans les années 2000, expliqué qu'avec la technologie Polyterre, on pouvait faire pousser des plantes sur Mars. À l'époque, vous cherchiez des financements, bien entendu. Et qu'est-ce qu'ils vous répondaient, les gens? Ils pensaient que j'étais sorti d'un asile, quoi, en clair. Pas si fou que ça, Philippe Wacky. En 2005, son Polyterre sert à la création de ces îles artificielles, à Dubaï. Et aujourd'hui, de grandes villes françaises comme Dax ou Bordeaux l'utilisent pour leurs espaces verts. De grands groupes auraient même tenté de lui racheter son invention, mais Philippe tient à son indépendance. Il refuse de publier sa formule et, par peur de l'espionnage industriel, refuse aussi de faire visiter son usine. Aujourd'hui, un nouveau secteur s'intéresse de près à son innovation. Avec le Polyterre, ça part vachement mieux, vachement plus vite. Olivier Michon et sa femme Edwige ont racheté le château Livran en 2013. Un cru bourgeois situé dans le Médoc. 44 hectares de merlot et de cabernet. L'an passé, avec leur chef de culture, ils ont décidé de faire confiance à Philippe Wacky. Tu comptes 10 grammes? Ouais, ça fait à peine. Ouais. Toutes les nouvelles plantations, ils les font désormais au Polyterre. On va en mettre au fond du trou de plantation. Voilà. Je vais mettre mon pied. On arrose, on va arroser, on va mettre un peu d'eau. À 25 € le kilo, cela représente un surcoût de 1 000 € par hectare planté. Mais pour eux, l'investissement est très vite amorti. On va venir bien colmater et on n'arrosera plus. Sur des petits pieds comme ça, si on n'avait pas mis le Polyterre, il faut arroser au moins une fois par semaine, minimum. Là, vous avez planté il y a combien de temps? 15 jours. Vous avez arrosé? Non, jamais. Et vous allez arroser dans l'été? Non, on n'a jamais arrosé la plante qu'on a fait l'année dernière et on n'arrosera pas celle-là. L'an passé, ils estiment avoir économisé 50 000 € en arrosage. Et regarde-moi ça, incroyable. Pour un résultat impressionnant. Voici les 10 hectares qu'Olivier et Patrick ont plantés l'année dernière, en pleine sécheresse. Les jeunes plants, normalement, auraient dû crever de sécheresse en n'y touchant pas comme ce qu'on a fait. Quoi. Comme ce qu'on a fait. Et vous avez eu quel taux de perte? Nous avons eu 0,2% de perte. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans le milieu viticole? 30 ans. Plus de 30 ans. 35 ans à peu près. Et ça vous inspire quoi? Ça, c'est exceptionnel. Magique, j'allais dire, pour moi. Petit sourire en coin, d'autant que dans le champ d'à côté, les pieds de vigne du voisin, plantés à la même période, il n'y a pas de raisin, font grise mine. Voilà. Les nôtres, elles arrivent là, quoi. Et bon, la différence de grosseur de bois n'est pas le même non plus.
Donc, voilà, on a un test. Un pari risqué. Le Politaire a reçu une autorisation de mise sur le marché, mais pas encore d'agrément en agriculture alimentaire. Voilà peut-être pourquoi les voisins d'Olivier et Edwige continuent à arroser leurs vignes. Est-ce que vous savez si ça a une influence sur la qualité du raisin? Non, on ne sait pas encore. Saura, il faudra revenir pour... Il faut revenir d'ici 2-3 ans et puis là on verra. Ça vous inquiète pas un peu quelque part de vous dire peut-être que vous avez mis un produit qui va peut-être altérer le goût de votre raisin? Non, vraiment pas, vraiment pas. Au contraire, on a plus l'impression que, étant donné que les racines peuvent partir en profondeur, qu'elles vont aller puiser tout ce que le terroir peut exprimer. Ah, c'est vraiment ce côté qu'on... Voilà. Après, on aura peut-être des surprises, mais bon. Jusqu'à... Oui, c'est un pari, mais bon, en même temps, on n'a eu que des bonnes surprises à ce niveau-là. Ailleurs en France, certains n'ont même pas à se poser la question de l'eau. Il leur est tout simplement impossible d'arroser. En juin dernier, nous avions rencontré Pascal, agriculteur et un peu sorcier. Il possède 6 hectares sur les hauteurs de l'Odève dans l'Hérault. 6 hectares d'une terre aride. Là, j'ai creusé ici parce qu'on voudrait construire un bâtiment, là. Hein, là. C'est que des cailloux comme ça et de l'argile. Voilà. Une terre où en théorie rien ne pousse, à part la garrigue. Ici, pas de nappe phréatique, pas de source. Tout juste une petite réserve d'eau alimentée par la ville. Il n'y a pas d'eau qui coule. Enfin, quand elle veut bien marcher. Ça coule pas, ça arrive par intermittence. À peine quelques centaines de litres pour 6 hectares. Et Pascal ne peut pas non plus compter sur le ciel. En fait, on est dans un endroit un peu spécial. Chaque fois qu'il y a des orages, ils tournent autour, ils font le tour, et ici, il pleut pas. Cette terre maudite, dont personne ne voulait, c'est la seule que Pascal a pu s'acheter il y a 20 ans. Aujourd'hui, il arrive pourtant à y faire pousser tomates et aubergines. Et le tout en n'arrosant qu'une seule fois au début de l'été. C'est vrai qu'il arrose pas? Oui, c'est vrai. Enfin, de ce que j'ai vu, ouais, c'est vrai. On arrose une fois quand on replante en terre et puis c'est tout. Ça vous semble normal, vous? Bah, c'est nouveau pour moi. Enfin, c'est pas les autres maraîchers chez qui je travaille, ça n'a jamais été comme ça, mais en tout cas, ça marche, donc ouais. Vous arrosez une fois et après, pour toute la saison, le travail est terminé. Oui. Jusqu'à la récolte. Pascal aurait trouvé la formule. 2 mois plus tard, à la fin de l'été, nous y sommes retournés. Malgré la canicule et pas une goutte de pluie, haricots, aubergines, poivrons et même pastèques ont poussé comme par enchantement. Plus surprenant encore, les plants de tomates, dont certains poussent à même la caillasse. Et ben voilà. Tu vois, il n'y a même pas 1% de poussière, de terre. C'est que les cailloux. C'est dur, hein? C'est sec comme dans le Sahara. Et en fait, sans le faire exprès, que je me suis aperçu que j'arrivais à faire pousser les plantes et à les habituer à pousser sans eau. Mais au départ, moi, mon idée, c'était d'apprendre aux plantes à résister par elles-mêmes aux maladies. Vous êtes capable de faire pousser à peu près n'importe quoi sans eau? Bah ouais, sans arroser. Oui. Je pense, oui. Peut-être pas des nénuphars. Hein. Depuis 20 ans, récolte après récolte, Pascal et sa femme Rachel ont créé des plantes exceptionnellement résistantes. Aujourd'hui, ces tomates, ils ne les vendent plus. Eh bien, c'est là qu'on fait la récolte des semences. Il faut couper les tomates en deux et extraire les graines. À la main, délicatement, ils récoltent le précieux patrimoine génétique de leurs plantes, graine par graine. T'en as goûté? Ah ouais, putain. Ah ouais, très bonne, hein? Ah, très très bonne. La précoce. Ensuite, Rachel les lave et les fait lentement sécher pour les commercialiser.
Dans ces seaux, ils conservent des centaines de variétés de légumes qu'ils ont adaptées aux conditions climatiques les plus difficiles. Des semences qu'ils expédient dans le monde entier, Namibie, Hong Kong, Sénégal, partout où des agriculteurs ont pris conscience du trésor que Pascal a créé. En fait, c'est tellement simple que personne n'y avait pensé. Mais en tout cas, ça marche. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on est les seuls à faire ça. Vous comprenez pas tout non plus, vous, de non, comment ça marche? Je comprends dans un sens, mais je peux pas l'expliquer scientifiquement, pour le moment en tout cas. L'explication scientifique, c'est ce généticien qui nous l'a donné. Laisse, regardez, on se parle après. Robert Ali Braque de la Perrière, spécialisé en semences paysannes. Pour lui, Pascal applique une technique ancestrale, oubliée depuis l'avènement de l'agriculture intensive et standardisée. C'est ce qu'on appelle de la sélection massale, le travail de Pascal. C'est d'abord un gros travail d'observation. Et il va regarder ces plantes une à une. Elle a bien poussé, elle n'est pas malade. Même si elle a été malade, elle a résisté. Et donc, je vais garder les semences de cette plante particulière. C'est ça qui va faire ma semence de l'année prochaine. Et c'est celle-là que je vais ressemer. Et resélectionner encore. Et resélectionner encore, cycle après cycle, année après année. Et au bout d'un moment, j'arrive à avoir intégré quasiment dans toute la population de la variété les bons caractères qui m'intéressent. Acclimater les plantes, un remède contre la sécheresse, mais qui peut prendre plusieurs décennies. Face à la pénurie d'eau, Philippe Wacky, l'inventeur, a une solution applicable immédiatement. Et c'est en Afrique qu'il voit un avenir à ces granulés. Nous l'avons suivi au Burkina Faso, où il s'est rendu pour vendre son polyterre. Un pays où 80% de la population vit de l'agriculture. Situé en bordure du Sahel, le nord du Burkina Faso connaît d'intenses périodes de sécheresse et une courte saison des pluies. C'est là que Philippe a envoyé son premier sac de polyterre, il y a 20 ans, pour un programme de reboisement. Il s'y rend avec nous pour la première fois. Accueilli en héros, escorté par des Burkinabés qui portent de petits arbustes en signe de reconnaissance. C'est vraiment prenant là. Je m'attendais pas à une entrée comme ça. C'est terrible. Waouh. Voilà. Au moins je sais pourquoi j'ai sacrifié plus de 20 ans de ma vie pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui, dans n'importe quel pays dans le monde, on voit la reconnaissance des gens et on voit que ça sert vraiment à quelque chose de s'impliquer. C'est génial. Vraiment génial. Okay. Je vois le visage quand même. Ben oui, ça fait tellement longtemps. En 1999, on ne s'est pas rencontrés. Mais oui. Merci. Ah ouais, c'était un très grand moment. Ouais, c'est très bien. Avec les Philippe est reçu par le responsable du programme de reboisement, applaudi par les villageois. Il a même les honneurs du chef du village, 93 ans. Merci. Ces arbres-là. Il y a 20 ans ici, il n'y avait plus un arbre et on considérait la zone impossible à reboiser. Ça c'est quoi? C'est un nimier. Un nimier, ça. Mais ici, vous voyez, c'est un microclimat. Absolument, on sent une bonne température. C'est une bonne température par rapport C'est extraordinaire. Ces nimiers et ces manguiers qui ont poussé grâce aux polyterres apportent aujourd'hui l'ombre indispensable à la vie et à l'élevage. Philippe Wacky, l'homme qui refait pousser les arbres dans le Sahel, célébré comme le sauveur. Et dans la coutume, quand un étranger arrive chez soi, il faut lui offrir de l'eau à boire. Et cela témoigne, comme l'eau est source de vie, cela témoigne que vous êtes du cœur. Attends, on va la faire la Kouchner, tiens. Allez, va. Philippe Wacky, meilleur inventeur que communicant. Voilà. Sous l'œil des caméras, il offre un sac de 20 kilos au responsable des eaux et forêts.
2 jours plus tard, retour aux affaires. Dans la capitale Ouagadougou, Philippe signe un contrat avec un distributeur local. Le Politer sera bientôt disponible dans tout le pays. Merci, je pense que là, on va déchirer. Depuis notre tournage, il en a déjà acheminé 1 tonne. Les magiciens d'eau, enquête signée Baptiste Desmontiers, Vincent Pifetot et Karim Annette. L'eau qui coule dans vos robinets, si vous habitez Paris, eh bien, elle vient sûrement d'ici, de ce réservoir d'eau qui date du 19e siècle. C'est exceptionnel d'avoir le droit d'y entrer et de vous montrer comme ça cette sorte de piscine absolument magnifique, mais dans laquelle on n'a pas le droit de se baigner. Attention, bonsoir Célia Bloel. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'Eau de Paris, vous êtes aussi maire adjointe en charge de l'environnement. Et d'abord, elle vient d'où toute cette eau ? Eh bien, cette eau, elle vient du secteur de Sens et de Provins. Elle est acheminée dans Paris à travers un aqueduc qui lui aussi date de l'époque d'Haussmann pour arriver ici, dans ce réservoir. C'est de là que part 30% de l'eau qui alimente les Parisiens. Mais toute cette eau-là, elle est potable ? Toute cette eau, elle est potable. Elle a été traitée en amont. On a travaillé sur faire disparaître les pesticides qui éventuellement pouvaient être dans l'eau. C'est un vrai sujet, ça, pour nous, les pesticides aujourd'hui. Enlever tout ce qui pourrait poser des soucis. Et puis, elle est prête là à partir au robinet. Et c'est pour ça, on voit là des gros tuyaux qui sont immergés pour le coup, mais ils sont propres ces gros tuyaux là, ça peut toucher ces tuyaux et après arriver dans notre verre d'eau au robinet ? Effectivement, oui, ici tout est très propre, le réservoir est nettoyé régulièrement, vidé, re-rempli, et puis cette eau elle va être pompée par ces gros tuyaux que vous voyez pour partir à un moment d'injection dans le réseau parisien. Ça va partir dans les 2000 km de tuyauterie qui sont dans Paris. La seule chose qu'on va encore faire, c'est injecter une petite dose de chlore pour qu'il n'y ait pas de contamination sur le chemin jusqu'au robinet et aussi pour qu'on puisse détecter d'éventuelles pollutions. C'est un marqueur de pollution, le chlore. Vous en stockez quelle quantité ici d'eau ? Ici, on peut stocker jusqu'à 200 000 m3. Aujourd'hui, il y a 150 000 m3 d'eau dans le réservoir, sachant qu'à Paris... c'est pas plein alors ? C'est pas plein là aujourd'hui. Parce qu'on se garde toujours une marge et parce qu'aujourd'hui, à Paris, on a toujours plus en stock que ce qu'on consomme à Paris. En stock, on a 1 million de mètres cubes et les Parisiens consomment 500 000 m3 environ d'eau par jour. Et il y a combien de kilomètres de tuyaux pour acheminer tout ça ? Alors aujourd'hui, on a 480 km d'aqueducs qui vont amener l'eau dans Paris, qui amènent l'eau des sources souterraines. Donc ça, c'est quand ça vient de Sens, par exemple ? C'est quand ça vient de Sens, de Provins, de Fontainebleau et d'autres sites encore. Ça, c'est l'eau qu'on va prendre dans les sources souterraines pour 50% de l'approvisionnement. On a aussi de l'eau qu'on pompe dans la Seine et la Marne. Les Parisiens boivent l'eau de la Seine et de la Marne, ils ne le savent pas forcément. Un petit peu nettoyé quand même en amont. Un petit peu beaucoup nettoyé, oui, avec beaucoup de technologies qu'on a mis au point. Et puis après, c'est traité et après, ça part dans ces 2000 km de canalisation. Et ce niveau d'eau, donc, il varie quand même, mais il varie pas à cause de la nature ou du climat. C'est vous qui décidez d'ouvrir ou de fermer les vannes, c'est ça ? Le niveau d'eau dans le réservoir, effectivement, varie en fonction de ce que nos opérateurs font. On a un centre de contrôle de tous les réservoirs parisiens qui fonctionne 24 heures sur 24. Mais par contre, on a des sujets aujourd'hui sur les nappes phréatiques. On sait qu'aujourd'hui, sous les effets du dérèglement climatique, on est en train de perdre de la ressource en eau. Et ça fait partie de notre travail aussi d'anticiper ces changements-là pour avoir toujours un bon niveau d'eau dans le réservoir. Parce que sinon, il y a un risque qu'un jour, ce réservoir soit moins rempli, voire à sec ? Le risque est encore lointain, mais on a des études qu'on a fait avec Météo France pour se projeter vraiment à 50, 60, 100 ans pour voir comment est-ce que Paris continuera à être approvisionné en eau. Pour l'instant, on est assez tranquille, mais on sait qu'on va perdre des ressources dans les nappes phréatiques. On a vu là, il y a quelques semaines à Rome, où il y a des coupures d'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et nous, on veut anticiper ça pour éviter qu'on arrive à ça à Paris. Alors ici, c'est aussi évidemment un site sensible. Pour venir, il faut montrer patte blanche, il y a des caméras, il y a des vigiles, il faut donner sa carte d'identité, etc., etc. D'ailleurs, c'est pas ouvert au public. Comment, vous savez, si quelqu'un décide d'empoisonner cette eau ? Si je jette une petite fiole, là. Si vous jetez une petite fiole là, vous allez avoir beaucoup de problèmes, mais c'est quasiment impossible que vous puissiez jeter une petite fiole là, parce que comme vous l'avez dit, c'est un site extrêmement sensible. Comme tous les sites d'eau de Paris aujourd'hui, ils sont protégés 24 heures sur 24, à la fois par des protections physiques, des protections humaines. Et même si vous arriviez à jeter la petite fiole, eh ben, on a des capteurs sur le réseau, ce chlore dont je vous parlais. Si jamais il y avait une contamination dans le réseau, le chlore va être avalé, c'est le marqueur de pollution. Ça va faire sonner nos alarmes dans le centre de contrôle d'eau de Paris et on va arrêter la distribution immédiatement. Donc c'est très compliqué de toucher à ces sites sensibles. Parce qu'on se souvient quand même de la menace qu'avait évoquée Manuel Valls à l'époque, un Premier ministre, le risque d'empoisonnement. Là, c'est pour ça aussi que c'est un site sensible ? Oui, Manuel Valls avait été un peu maladroit quand même à l'époque de faire partir un peu une psychose autour de l'eau, parce que certes c'est un risque, mais en même temps ces sites d'eau potable, que ce soit à Paris, mais dans d'autres grandes villes françaises aussi, sont des sites qui sont extrêmement protégés et bien avant les événements de 2015. Ici, nous en tout cas Haut-de-Paris à Montsouris, on est sur des normes Vigipirate les plus élevées depuis 2001. Donc on sait que c'est un site sensible et c'est extrêmement bien bordé. Et si je fais un petit
plouffe là-dedans, il se passe quoi alors? On vous éjecte tout de suite, je Ça, pense. d'accord. Mais vous êtes obligé de tout Mais vider on est ou- obligé de tout vider, on coupe tout, on arrête l'alimentation dans l'usine qui est en contrebas, on nettoie tout. Mais là où Paris est extrêmement intéressant, et c'est une spécificité française, c'est que même si vous faites un plouf là, il y aura de l'eau au robinet, parce qu'on a plein d'autres réservoirs, et l'eau qui arrive ici, il y a d'autres endroits où elle arrive d'autres sources. Donc on peut toujours continuer à approvisionner Paris, même si on a un bug ici à Montsouris. Merci beaucoup Célia Bloel d'avoir été dans Complément d'enquête ce soir. L'eau, toute cette eau évidemment, elle a un prix que vous retrouvez sur nos factures. Alors attention, c'est extrêmement compliqué d'avoir une vue d'ensemble parce que le prix de l'eau en France est fixé par chaque collectivité. Ce qui est sûr, c'est que pour les plus modestes, ça reste cher. Et d'ailleurs, les derniers chiffres qui ont été publiés avant-hier le montrent clairement. Il y a une augmentation importante du nombre de factures d'eau impayées. Parfois, les opérateurs coupent carrément le robinet pour les mauvais payeurs, ce qui est parfaitement illégal. Enquête de Nathalie Sapena. Dans les Pyrénées-Orientales, la nature est trompeuse. Le vert des arbres, la vivacité des torrents. Un jardin d'Éden qui est une illusion. Dans ce village, certains habitants manquent d'eau. Tous les matins, Chris ouvre son atelier de fabrication de sorcières. Des gentilles sorcières. En Catalogne, c'est une tradition et on dit que la sorcière protège les maisons. Mais le pouvoir des sorcières n'agit plus. Les petites poupées ne se vendent pas, les factures, les dettes se sont accumulées, jusqu'au coup de grâce, ce 15 février 2016. Madame, monsieur, vous n'avez pas réglé votre facture d'eau malgré les relances réglementaires qui vous ont été faites. Nous avons donc été contraints d'intervenir sur votre compteur aujourd'hui et avons procédé à une réduction du débit de l'eau à votre domicile. Depuis 1 an et demi, Chris vit un enfer quotidien. Alors là, c'est... voilà. Faut attendre. La réduction de débit d'eau, ça n'a l'air de rien à première vue. Avant, son robinet crachait 12 litres à la minute. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un mince filet, à peine 250 millilitres par minute. Et la vaisselle, ce n'est pas le pire. Se laver, c'est le plus difficile. On ne peut plus prendre de douche de toute manière. Voilà, c'est puissant, mais ça donne ça. Et c'est froid. C'est froid pourquoi ? Parce que pas assez de pression pour le ballon d'eau chaude. Une douche normale, c'est 60 à 80 litres en 5 minutes. Impossible pour Chris. Depuis 1 an et demi, elle se lave à l'ancienne. On remplit la cuvette. Alors là, c'est encore plus petit. Et ensuite, on met du savon. Là, on se débarbouille. Mais après, quand la cuvette elle est remplie, on rince. Et l'eau, elle est savonneuse. Donc l'eau est savonneuse. Donc je la récupère pour mettre dans le seau. Et on refait couler de l'eau claire pour pouvoir se rincer. L'eau savonneuse sert pour la chasse d'eau. Et ensuite, nous versons. Autre misère quotidienne. En 2 fois, parce que sinon, ça part pas. Sans parler du ménage et de la lessive. Forcément à la main, car sans pression, la machine à laver comme le chauffe-eau ne peut plus fonctionner. Tout ça pour une facture impayée de 220 €. On a l'impression que c'est une punition. T'as pas d'argent, on te coupe l'eau. Est-ce que vous alliez payer l'eau maintenant? Oui, bien sûr que je vais la payer l'eau. Si vous pouvez. Oui, actuellement, c'est pas possible. Mais il y aura des jours meilleurs et c'est normal de payer sa facture d'eau. Mais qui laisse des chances aux gens qui sont vraiment sans un sou.
Combien sont-ils comme Chris à vivre sans eau ou presque? Jusqu'en 2013, il y avait 100 000 coupures pour impayés par an. Mais depuis, elles sont interdites dans les résidences principales. Chris l'ignorait jusqu'à ce qu'elle découvre par hasard la fondation France Liberté. La mission de ces militants, combattre les multinationales qui ne respectent pas la loi. Donc là, c'est Justine qui travaille sur la question des coupures d'eau. À leur tête, Emmanuel Poilane. Alors, quoi de neuf? Justement, on a un nouveau cas qui est tombé hier, un nouveau cas donc, de coupure d'eau. Donc la Sorre, encore une fois. C'est une coupure, Ouais, c'est pas une réduction de débit. C'est une mère seule avec 3 enfants qui appelle à l'aide. C'est près de La Rochelle. C'est une coupure pour impayés. Ça, c'est incroyable parce qu'avec la décision du Conseil constitutionnel de 2015, normalement, on ne devrait plus en avoir du tout et on se rend compte que là, pour le coup, il marche sur la loi sereinement. C'est-à-dire que c'est pas du tout une... Ils savent très bien que c'est complètement illégal et non, ça va être chaud. Donc on va s'en occuper immédiatement. Et... Cette fois-ci, un mail suffira pour que l'entreprise rétablisse l'eau dès le lendemain. Avec cette loi de 2013, l'eau accède à un statut à part, un droit de l'homme fondamental comme le reconnaît l'ONU. Contrairement à l'électricité, qui peut être suspendue ou restreinte, l'eau est désormais intouchable. L'électricité, c'est inconfortable, mais vous pouvez vous en passer. C'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'on a vécu des millénaires sans électricité. Sans eau, on vit 3 jours. Donc c'est simple. C'est-à-dire que les sociétés de la planète se sont construites au fil de l'eau. Les villes sont au bord des fleuves, les villages sont à proximité de sources. L'eau, c'est vraiment une évidence philosophique. Et c'est une évidence physique. L'eau, c'est la vie. France Liberté doit parfois régler des situations particulièrement critiques. Comme celle de cet ancien menuisier, près de Narbonne. Jean-François Deloffre, privé d'eau pendant 3 ans, ramené par l'entreprise Veolia, au temps des lavandières. Là, on est au lavoir où ça m'arrivait de venir laver du linge de temps en temps à la main. Et été comme hiver. Même les vieux du village ont du mal à y croire, eux qui ont connu l'époque sans eau courante, et ce n'était pas le bon vieux temps. Voilà le lavoir. Ah, mais j'ai ma grand-mère ici. Moi, j'ai connu le lavoir, il était noir de monde. Pour éviter les regards, Jean-François a planqué ses arrosoirs dans un sac de supermarché. Il les a transbahutés des dizaines de fois par jour, entre sa maison et la place du village, malgré son dos bloqué. Chez Veolia, on s'est montré intraitable. Il savait que vous étiez handicapé? Oui, je l'ai signalé à plusieurs reprises. J'étais papa d'un petit garçon aussi, je l'ai signalé à plusieurs reprises. Mais bon, ça a été vain. On va dire qu'il n'y a pas eu d'écoute à ce niveau, quoi. Comment étaient les gens de Veolia à qui vous parliez pour signaler votre situation? Ah ben, comment ils étaient, on va dire, plutôt secs, quoi. Le dialogue de sourds dure des mois. En octobre dernier, Jean-François Deloffre réussit enfin à envoyer un mandat de 270 €. Le bout du tunnel, croit-il. Une fois que j'avais payé la totalité de ma facture, qui était due, qui était de 270 €, au bout d'une semaine ou deux, je les ai appelés parce que j'avais toujours pas l'eau qui était remise. Et de là, ils m'ont réclamé 100 € pour remettre le compteur et 125 € de consommation d'avance. D'avance? D'avance, oui. Et ils me comptaient moins 25 mètres cubes à régler pour pouvoir avoir accès à l'eau. Au lieu de m'aider à m'en sortir, ils m'ont foncé un peu plus, quoi. Emmanuel Poilane a décortiqué les factures de M. Deloffre, du Kafka dans le texte. Avec ce cas-là, on a une caricature du développement de la dette sans même que la personne puisse avoir l'eau. Ici, par exemple, on voit bien qu'on a une facture avec des moins, des plus, des régularisations et 0 de consommation, avec une consommation de moins 18 mètres cubes. Cette facture-là, elle n'a aucun sens.
Il y a un moment où il y arrive, où il paye l'eau, et comme il ne pouvait pas payer les frais supplémentaires, ils ont refusé de lui remettre l'eau sous prétexte qu'il n'avait pas payé les frais supplémentaires. Il a subi presque 8 mois de coupures supplémentaires pour une pratique illégale, des frais illégaux, alors qu'il aurait dû retrouver l'eau immédiatement. En avril dernier, après 3 ans de galère, Monsieur Deloffre récupère enfin l'eau courante. Veolia est condamné à lui verser 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et lui envoie même une lettre d'excuse. Car l'affaire Deloffre est bien embarrassante pour la multinationale. Comment justifier que le plus gros distributeur d'eau privée en France enfreigne la loi ? C'est vrai que ça fait partie des erreurs possibles quand on gère 7,5 millions d'abonnés, 16 millions de factures par an, des dizaines de cas. Malheureusement, ça peut arriver et je le redis, c'est toujours regrettable pour les personnes concernées. Est-ce qu'il y a eu des sanctions, par exemple, dans l'agence de la personne qui gérait son cas Je ne sais pas vous dire sur ça. Et après, on n'est pas... voilà, les erreurs, elles font aussi partie de la vie du fonctionnement d'une entreprise. Heureusement, on ne sanctionne pas toujours les gens immédiatement pour des erreurs lorsqu'il s'agit d'une erreur qui est, on va dire, possible. Et vous ne les recensez pas, les erreurs je vous redis, a posteriori, alors a posteriori, celle de l'année dernière, par exemple. Je sais pas vous dire, puisqu'elles sont traitées, dès qu'elles sont identifiées, elles sont traitées au fil de l'eau. Donc je n'ai pas plus de statistiques à vous donner. Pour Veolia, interdire les coupures d'eau encouragerait les mauvais payeurs, 2 fois plus nombreux depuis la loi selon l'entreprise. Et cela peut avoir des conséquences. Si une partie des personnes ne paye pas, il y a une partie des coûts qui n'est pas couvert. Et là, on fait comment ? Là, la remarque de tout le monde, la seule manière de faire, c'est pareil sur les impôts, c'est pareil, c'est de répartir la perte sur tout le monde. Donc effectivement, si les impayés augmentent de façon importante, il y a un moment où l'ensemble des services d'eau et d'assainissement seront amenés à augmenter les prix. Veolia assure ne plus couper l'eau de ses clients et prendre en charge les plus précaires d'entre eux. Nous sommes invités à le constater sur le terrain, dans une agence à Perpignan. Monsieur, entrez, je vous en prie. Sous l'œil attentif du directeur de la communication, venu spécialement de Paris, cet employé va nous montrer le dispositif social mis en place. Chèque eau, fonds solidarité logement, des aides financées par Veolia à hauteur de 3 millions d'euros par an. Esposito Sébastien? Non? Vidal Laurent? Ce jour-là, une seule abonnée se présente au rendez-vous. Allez, venez. Elle vit avec 800 € par mois, ne peut pas payer sa facture et surprise,